Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Tiens, c'est marrant parce qu'on dit faites votre meilleur sourire avec l'appareil, donc du coup tout le monde est avec le sourire jusqu'aux bananes. Bon, je suis enchanté de passer cette heure avec vous. Je suis Thomas Tressac, je suis à la communication d'Orange, de la direction entreprise France d'Orange France. Et bonjour Céline Maury, que je connais de notre vie. Bonne année Céline, Manuel est en train de nous retrouver. En fait, c'est bien, on est entre nous, entre gens de la com, donc on retrouve pas mal de gens qu'on connaît. Bonjour Dali, bonjour Laure. Bon, voilà, on voit que tout le monde nous rejoint. Donc nous allons passer une heure ensemble donc sur ce plateau. Et je suis ravi. Bonjour Luc. Et voilà, je te laisse dire bonjour Naïma. Hein, voilà. Donc nous allons passer une heure passionnante avec des invités, avec des guest stars sur notre plateau. Donc je ne serai pas tout seul. Donc je vous propose sans plus tarder de faire un petit tour rapide du plateau et des invités. Et après nous rentrerons dans le vif du sujet. Noémie, tu veux te présenter ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, au sein d'Orange, donc je suis la direction de la communication que je pilote. Elle est composée d'une dizaine de personnes aux expériences et compétences variées. Donc, notre terrain de jeu, c'est la com interne, la com externe, l'influence et l'événementiel. Et en parallèle, j'anime aussi le réseau des communicants B2B internes qui sont présents dans les agences B2B sur tout notre territoire. Et la direction entreprise donc, que je représente, Orange France, elle commercialise les offres B2B pour les grandes entreprises et pour le marché des professionnels et PME. Voilà pour ma présentation. Merci Noémie. Frédéric ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Fougerat. Je suis directeur de la communication du groupe Emeria. Emeria, ça vous dit peut-être pas grand-chose parce que c'est le nouveau nom depuis le 1er janvier du groupe Foncia, donc le leader européen des services immobiliers résidentiels. Derrière cette phrase, on parle de syndic et de gestion de copropriété, de gestion locative et de transactions immobilières, et puis de quelques services connexes. Voilà, la marque Foncia existe toujours en France. C'est notre formidable réseau de 500 agences, mais le groupe, la holding du groupe a changé de nom pour accompagner son développement à l'international, où le fait de porter le même nom qu'une marque pouvait créer de la confusion. Donc voilà, il y a Foncia et d'autres nombreuses marques en France au sein du groupe, et puis d'autres marques à l'international, et tout cela chapeauté désormais sous la marque Emeria. Du coup, tu es là en tant que DIRCOM du groupe Foncia ou Emeria ? Le groupe Foncia est devenu Emeria, donc je suis là en tant qu'ancien DIRCOM du groupe Foncia et devenu DIRCOM du groupe Emeria. Alors, rien n'a changé, si ce n'est le nom. Voilà. André, je crois que tu as une entreprise à mission. Tu as une entreprise un peu différente. Donc je suis André Atmeyer, je suis directeur général adjoint de la fondation Apprentis d'Auteuil, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui fête ses 155 ans et qui fait partie de l'univers de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Notre mission, c'est d'accueillir, d'éduquer, de former, d'insérer dans la société, dans le monde, des jeunes sans condition d'origine culturelle, sociale, religieuse, etc. Et puis de soutenir leurs parents dans leur mission d'éducation de leurs enfants. Et la direction de la communication, composée d'une trentaine de personnes pour la partie communication, m'est directement rattachée. Merci André. Et Fabrice, quand tu arrêteras de dire coucou à tous les gentils gens que tu connais sur le réseau. On ne se refait pas, merci Thomas. J'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui je suis ici en tant qu'expert communication du CFPJ qui forme au journalisme et à la communication. CFPJ qui fait partie du groupe Abilways en tant que groupe de formation. Voilà. D'accord. Et tu es aussi lié aux apprentis d'Auteuil, j'ai cru comprendre. Oui, j'ai l'immense honneur de conseiller depuis plus de 10 ans les apprentis d'Auteuil, pas tout seul, avec un groupe conseil, voilà, un comité, Marcom, Marketing Communication. Donc, je travaille avec André depuis 15 ans et je siège au conseil d'administration depuis 2018. Donc, je porte au conseil d'administration les sujets de communication qui, Dieu sait, sont importants pour toute organisation, y compris pour les apprentis d'Auteuil. Merci Fabrice.
Bonjour Caroline, bonjour Cécile, bonjour Corinne, que du monde qu'on connaît dans le chat, donc on est entre communicants. Arrivons au vif du sujet, donc on l'a bien compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est en quoi la DIRCOM doit-elle être au cœur de la stratégie, au cœur de la direction générale, et en quoi ça facilite son terrain d'action, sa réflexion, d'être vraiment associé. Donc, du coup, on va reprendre plus en détail. Donc, Noémie, est-ce que tu estimes que la communication doit être au cœur de la stratégie auprès du COMEX ou en dessous pour faire des ballons? Enfin, moi, je connais un peu pour bosser avec toi ta vision, mais tu peux partager avec le public. Alors, je vais vous étonner, j'en suis sûre. Oui. Oui, pour moi, selon moi, la direction de la communication, elle doit être au cœur de la stratégie, déjà. Et je crois que pour beaucoup d'organisations, ce n'était pas gagné jusqu'à présent, parce qu'il y a encore quelques années, alors je vais donner l'exemple d'Orange, ce que je connais le mieux, eh bien la communication interne, par exemple, elle était intégrée aux directions des ressources humaines, et que, de mémoire, et encore peut-être avant l'arrivée de Stéphane Richard, la direction de la communication n'avait pas sa place au COMEX. Donc, voilà, donc on revient un petit peu de loin, et d'ailleurs, je crois que beaucoup de grandes entreprises encore n'ont pas forcément de direction de la communication au sein de leur COMEX aujourd'hui. Donc, oui, pour moi, c'est extrêmement important. La communication, elle s'est largement professionnalisée depuis. Oui, c'est un métier, n'est-ce pas Frédéric? Et sa valeur stratégique, elle est au sein de l'entreprise, pour moi, elle est vraiment plus à démontrer. On l'a vu d'autant plus par les bouleversements qui sont dus à la crise que l'on vit maintenant pratiquement depuis 2 ans. Voilà, donc pour que la direction de la com, elle soit vraiment au cœur de la stratégie, elle doit évidemment, tout d'abord, pragmatiquement, j'ai envie de dire, avoir la confiance totale de son patron et de son comité de direction. Ça, c'est vraiment la condition numéro 1, clairement. C'est nécessaire, vraiment nécessaire pour être partie prenante de la stratégie, de sa direction et de vraiment légitimer sa place. Ensuite, il faut, et c'est primordial, être vraiment à l'écoute des besoins dans l'organisation, mais aussi et surtout, parce que je parle pour Orange, être à l'écoute de ses clients. Donc, dans nos missions, on doit donner le sens, on doit expliquer les mutations, il faut qu'on soit simple, il faut qu'on soit pédagogique. Le métier de la com, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, mais oui, il évolue. Et je pense que sa crédibilité, plutôt légitimité, elle doit aussi passer, comme pour n'importe quelle autre direction, par la mesure de la performance, le fameux ROI. Je suis toujours, moi, surprise de constater que les actions de communication, elles ne font pas toujours l'objet de cette mesure. Et dans ce cas, je ne vois pas comment on peut justifier, comment on peut valoriser ce qui fonctionne ou pas. Est-ce que mon salarié il va comprendre la stratégie que j'essaie de lui expliquer? Est-ce que l'information que je lui push, parfois beaucoup trop même, est-ce qu'elle lui est vraiment utile? Est-ce que le canal que j'ai choisi, il est le bon? C'est pour moi aussi, dans cette mesure de la performance, que la direction de la com, elle assoit encore plus sa légitimité au cœur de l'organisation et que ceux finalement qui ont toujours vu les communicants comme des organisateurs de petits déjeuners ou de soirées de Noël, eh bien que cela, ça les convaincra que c'est tout sauf ça. Et je pense que la crise, elle nous a aidés, puisque finalement, déjà, on a été obligé d'arrêter les petits déj et les soirées. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça a accéléré tout cela. Voilà ce que je dirais. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Merci, Noémie. Frédéric, même question. Alors, la même question, je risque de paraphraser un peu Noémie, mais en fait, moi, je vois 2 questions. C'est est-ce qu'elle est au cœur de la stratégie dans l'organisation et est-ce qu'elle est au cœur de la stratégie dans l'organigramme? Et on peut mettre peut-être une petite nuance. Donc oui, dans la stratégie et dans l'organisation, la com, elle est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Elle est au cœur à la condition qu'on y donne la considération qui doit être la sienne. Si on considère la communication comme un rôle de pompier ou pouvant jouer un rôle cosmétique après coup, alors elle n'a aucun rôle stratégique puisqu'elle est juste là pour essayer de maquiller éventuellement d'ailleurs plutôt ce qui ne va pas plutôt que ce qui va qui ne serait pas nécessaire à maquiller. Après, pour ce qui concerne le rôle de l'organisation,
notamment avec ce que vient de dire Noémie, est lié à la crise. Oui, plus que jamais, grâce à la crise, quelque part, la com a sa place au cœur de l'organisation et au cœur de l'organigramme. Mais la position dans une instance de direction, c'est de la visibilité, c'est une forme de reconnaissance. Je dirais quand même que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'ailleurs, d'une part, tout dépend quels sont le rôle de ces comités de direction, de ces COMEX, de ces management committees. Il y a plein de noms différents, mais aussi ils ont des rôles et des fonctions différentes. Si c'est juste des instances pour recevoir des informations descendantes, finalement, y être ou ne pas y être, on s'en fout un peu. Et donc, je dirais que pour l'affichage, ça a une relative importance. L'essentiel reste quand même la relation de proximité, de confiance et de complicité qu'il y a avec son propre dirigeant. Et c'est quand même là, quelque part, où il y a la légitimité et l'efficacité qui peut naître dans la relation nécessaire entre le top de l'entreprise et son ou sa DIRCOM. Voilà la petite nuance que j'apporterai. Mais effectivement, pour une question d'affichage et d'autorité vis-à-vis des autres services, c'est évidemment préférable d'être dans les instances dirigeantes. Et c'est une place naturelle pour le ou la DIRCOM. Donc, tu as une relation de confiance avec ton PDG qui te laisse force de proposition et autonomie sur la partie com, en fait. S'il faut choisir, je préfère avoir une forte relation de confiance avec le président ou la présidente du groupe pour lequel je travaille sans être membre titulaire d'un comité de direction que d'être dans un comité de direction ou un COMEX et travailler dans la défiance avec un micromanager qui ne me laisse aucune latitude et qui va venir m'expliquer comment on rédige un communiqué de presse. Maintenant, la situation idéale, c'est d'être dans une excellente relation de confiance et d'avoir une place visible et officielle dans l'instance de direction. Merci Frédéric. Alors André, tu es le seul qui ne soit pas DIRCOM de l'assistance. Donc toi, tu as une place particulière parce que tu es directeur de la stratégie et tu embarques la com. Oui, mais je le fus par le passé. Donc, voilà. Il se trouve que je ne vais pas paraphraser ce qu'ont dit Noémie et Frédéric, mais je consonne complètement à ce qu'ils ont dit. De l'endroit d'où je parle, donc d'Apprentis d'Auteuil, la communication fait partie du comité exécutif. Donc ça c'est la dimension, on va dire, de visibilité symbolique, d'autorité, etc. Ensuite, sur la dimension stratégique, je voudrais partir d'un exemple concret qu'on vient de vivre. Ce matin, le conseil d'administration s'est réuni en séance extraordinaire et a approuvé le projet stratégique d'Apprentis d'Auteuil. Mais il se trouve que la veille, hier, le comité CSEC, donc comité central, a approuvé le projet stratégique. Ce qui aurait été impensable si nous n'avions pas donné une dimension, on va dire, stratégique, à la fois à la dimension de la communication et à la dimension de construction, ce qui est désormais notre projet stratégique. Et comment nous y sommes-nous pris? Nous avons fait participer dans une large phase d'écoute, puis de dialogue et de confrontation de point de vue 8000 collaborateurs jeunes, donc bénéficiaires d'Apprentis d'Auteuil et des acteurs externes. Donc, quand je dis que la communication, elle a une fonction stratégique, c'est parce que ma conviction, c'est que la communication, c'est de la relation. Et si on considère que la relation doit être de qualité, il faut qu'il y ait une grande cohérence. Voilà, et si je tire le fil, cohérence, il faut qu'il y ait des liens avec la présidence, avec la direction, avec la direction. Donc, d'autre part, pour nous, on a un enjeu tout à fait particulier qui est que Apprentis d'Auteuil, dans sa communication, s'adresse à la fois au pouvoir public, mais s'adresse aussi à des donateurs. Pour un budget de 470 millions d'euros, 40% sont financés par la générosité de donateurs. C'est la cohérence entre ce que nous faisons, ce que nous disons, la manière dont nous le disons, qui permet
de fidéliser des donateurs et d'en convaincre des nouveaux de nous rejoindre. C'est aussi ce qui nous permet de convaincre les pouvoirs publics de continuer à soutenir nos actions, à nous faire confiance. Dès lors, il est absolument vital que nous veillions en permanence à la cohérence de notre communication. Et ça a été particulièrement vrai pendant, on va dire, ces 2 dernières années. On y viendra peut-être tout à l'heure, où on a été en situation de crise et où, de mon point de vue, la communication en situation de crise nous a permis de prendre collectivement conscience de l'importance stratégique de la communication. Je pense que ça, c'est absolument clair pour nous. Merci André. Fabrice, et pour toi, dans ton rôle au CFPJ? Alors moi, je vais vous parler plutôt de ce que j'observe, parce que le CFPJ a la chance de travailler avec beaucoup d'organisations privées, publiques, associatives, fondations, et puis des organisations de grande taille et de plus petite taille. Et je veux dire que déjà, pour répondre à la première question, c'est ce qu'il faut mettre la DIRCOM au cœur de l'organisation. Sur le papier, tout le monde est d'accord. Après, dans la réalité, ça se fait ou ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a encore dans certaines organisations cette pensée que la communication est à côté. C'est-à-dire qu'on va la chercher, ce que disait Frédéric tout à l'heure, un peu en dernier recours, mais il n'y a pas de maillage entre la réflexion stratégique d'une organisation et la communication. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations qui s'arrangent pour que la communication soit au courant de la stratégie. Donc, ça va dans ce sens-là. En revanche, le retour, c'est est-ce que la direction de la communication ou les relais communication sont associés en amont d'une stratégie, ne serait-ce que pour anticiper des effets de bord, c'est-à-dire que même ce qui est apparemment une bonne nouvelle pour tout le monde est au moins une mauvaise nouvelle pour une partie prenante. Est-ce que cette communication a voix au chapitre en amont de phase pour anticiper ces effets de bord, calculer la stratégie avant, etc. Parce que c'est toujours plus simple d'anticiper que de répondre à chaud. Et bien là, il y a encore du chemin à faire. Mais globalement, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 25 ans, j'ai vu les DRH rentrer dans les comités de direction. Et depuis 5 ans, on voit massivement les directions de communication rentrer également dans les CODIR, COMEX, etc., etc. Donc, j'observe le même mouvement pour les DIRCOM que ce que j'observais pour les DRH il y a 20 ou 25 ans. Et je m'en réjouis. Voilà. Et pour rebondir sur ce qu'ils disaient à la fois Frédéric, Noémie et André, les 2 autres grandes tendances que moi je vois rapidement, après on pourra creuser, c'est qu'effectivement aujourd'hui, toutes les normes de la communication de crise deviennent la norme. Hein, c'est-à-dire que tout est crise permanente, même quand il n'y a pas de crise, ne serait-ce que parce qu'on est dans un vaste monde de RSE, de développement durable, donc tout est prenable. Et ensuite, c'est le fait que si on n'aligne pas un minimum l'ensemble des communications, des plus corporate aux plus commerciales, on risque de se retrouver avec des dissonances qui ne portent pas nos projets, qui amènent des difficultés dans les perceptions, les négociations, etc. Ce que disait André est tout à fait vrai. Il y a encore quelques années, vous aviez 2 équipes com différentes chez Apprentis d'Auteuil, une très corporate qui avait une communication dans un sens et une très grand public qui avait une communication dans un autre sens. Et on pouvait passer une journée à entendre un spot le matin sur France Inter et ensuite avoir une publicité dans la Croix et on se demandait si c'était la même organisation qui communiquait. Dieu merci, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et les choses ont fusionné. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que tout le monde est d'accord pour répondre oui. Après, la façon de le faire, il y a eu des progrès et il y a encore des choses à faire. Merci Fabrice. On va prendre une première question de nos auditeurs et on va essayer de faire une réponse courte pour laisser du temps aux échanges. Donc c'est une question de Valérie Guittard de Toulouse que je salue, qui en rebond de nos échanges dit du coup quel indicateur mettre en place pour justement démontrer le ROI d'une bonne com, qualitativement et quantitativement. Avez-vous des exemples dans vos entités? Donc Fabrice, une idée comment on mesure le ROI du rôle de la com pour prouver à nos directeurs qu'on est utile, quoi. Je vais peut-être laisser Noémie ou Frédéric répondre avant moi dans leur rôle de DIRCOM au quotidien. Frédéric. Je crois que Frédéric a un avis sur la question, si on n'a pas Fabrice. Bah, non, je pense qu'on a tous un avis, mais pour l'illustrer simplement, d'abord, il y a autant d'indicateurs, enfin une multitude d'indicateurs en fonction des multitudes de métiers qui concernent la communication. Donc, par exemple, dans les relations presse, pendant très longtemps, on a considéré qu'il fallait avoir des retombées presse. La réalité, c'est que ce n'est pas le nombre qui compte, mais plutôt la qualité. Donc, on mesure la tonalité. Donc, en parallèle d'une certaine
d'une mesure de la quantité des retombées presse, on mesure le fait de savoir si la presse a parlé de notre marque ou de notre entreprise de façon positive, de façon neutre ou de façon négative. Voilà, ça c'est un type d'indicateur. Mais ça ne va pas être le même pour les réseaux sociaux, ça ne va pas être le même pour de l'événementiel, pour de la publicité. En publicité, on va mesurer si la notoriété de la marque elle a progressé ou elle n'a pas progressé, si les messages clés qui étaient à l'origine de la stratégie publicitaire finalement ont payé. Est-ce qu'il y a plus de crédibilité? Est-ce que notre image, vous le voyez avec la pub qui est une illustration du retour en publicité de Foncia qui après 10 ans d'absence en télé est revenu au mois de novembre et va revenir dans quelques jours sur les écrans. Je peux vous dire que voilà, c'est la mesure de cette campagne, elle est très intéressante parce qu'elle renforce notre position sur la crédibilité, sur la bonne image, sur la recommandation. Pas encore sur sur le spontané. Mais quand on a été absent pendant 10 ans, c'est plutôt normal. Donc voilà, il y a de nombreux indicateurs pour mesurer chacune des actions de communication. Il n'y a pas un seul indicateur qui dirait finalement si la com fait un bon travail ou pas un bon travail. J'imagine que personne ne l'a imaginé, mais c'est encore mieux en le disant. Et du coup, est-ce que, Frédéric, ça légitime quand tu présentes à un comité de direction, par exemple, d'avoir des indicateurs clés, des bilans, ça légitime ta démarche de communication ou ton plan de com Alors, j'ai la chance de ne pas être dans ce genre de positionnement, justement du fait de relations de confiance et de proximité et de complicité, comme j'évoquais tout à l'heure avec mon président. J'ai la chance, la particularité, je ne sais pas, de travailler avec le même président depuis bientôt 20 ans, mais dans 5 grands groupes différents. J'ai envie de dire, non pas qu'on ne s'embarrasse pas, mais on ne met pas en situation les membres du comité de direction ou les autres personnes à faire de l'ingérence dans les questions de communication, d'ailleurs pas plus que dans l'ingérence de chaque autre direction. Donc je partage des informations générales pour donner une vision, mais je ne partage pas des éléments qui fait que chacun deviendrait, je considérais de fait chacun comme un expert en communication qui du coup aurait les compétences pour réagir, commenter. Donc je partage des informations globales, mais je rentre pas là dans des détails. Ça reste au niveau de la présidence du groupe. Tu vas éviter, comme la pandémie, que tout le monde ait un avis sur tout, y compris sur le… Alors, j'évite absolument ça et j'ai surtout une règle, c'est plutôt de ne pas demander l'avis aux gens parce que sinon, ils vous le donnent. Voilà. Un petit mot pour compléter, André, Noémie, sur cette question de… Moi, ce que je peux dire très, très rapidement, c'est que, en complément de ce que Frédéric a dit, la dimension de notoriété, c'est sûr que pour Apprentis d'Auteuil, elle est absolument majeure et il est important qu'on la mesure, évidemment. Et puis, ça se traduit chez nous, je l'évoquais tout à l'heure, ça se traduit par l'évolution de la générosité des donateurs. Une communication qui est mauvaise, une image qui se dégrade, se traduit par la confiance de nos financeurs, de nos donateurs. Donc, pour nous, c'est un indicateur. Oui, moi, juste aussi pour compléter, je dirais que globalement, déjà, ça nous aide dans le cadre de l'amélioration continue, puisqu'on essaye d'être toujours le plus impactant possible et être certain que ça puisse faire dire, que ça soit performant et que ça serve à quelque chose, c'est une utilité. Et puis, parfois aussi, ça aide à pouvoir dire non. C'est-à-dire que d'avoir des faits, des chiffres, ça permet de dire justement à certains qui justement considère que la communication doit faire ça comme en fonction de ce que lui souhaiterait voir fait, ça permet aussi de dire non, parce que ça ne fonctionne pas et j'en ai la preuve. Et parfois, ça peut aider. Voilà, je voulais terminer là-dessus. On a d'autres messages, mais j'y reviendrai après, on complétera. On revient à notre fil. Fabrice, est-ce que pour toi, la pandémie a eu un effet sur notre métier de com? Ça a changé les postures de com, les façons de travailler ou pas du tout dans ton écosystème ou… Alors moi, ce que j'observe, c'est que ça a accéléré des choses qui étaient déjà là auparavant, notamment si je prends uniquement cette logique de… Avant, il y avait un peu la bonne pratique de la communication en temps normal et les bonnes pratiques de la communication dite de crise. Aujourd'hui, la pandémie a accéléré le fait que la bonne pratique, c'est avant tout la communication de crise. On communique sur des faits. Parce que tous les sujets sont sensibles, on a plutôt une tendance à sous-communiquer que sur-communiquer, sinon on est tout de suite taxé de green ou communication washing, etc. Donc je dirais que ça nous a obligés
d'une part à une certaine rigueur et d'autre part à un professionnalisme. C'est-à-dire qu'avant, pour être un petit peu caricatural, il pouvait y avoir, et je vois des questions sur le sujet, des gens qui ont un avis surtout sur la com, et je recommande à tous, pour ceux qui n'ont pas encore lu, le livre de Frédéric, La communication, c'est un métier. Voilà. C'est qu'avant, vous pouviez avoir un directeur qui passait dans un couloir, qui allait voir Noémie, qui dit tiens, il me faudra une plaquette pour la semaine prochaine, il me faudra un événement pour ceci, sans qu'il y ait une réflexion préalable, etc. Mais au moins, la distance, les problèmes ont justement mis, je trouve, une saine distance là-dessus, c'est-à-dire dire c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre, revenir à un bon vieux plan de com et ensuite décliner et encore une fois aligner les communications. Et si on fait quelque chose, on le fait de A à Z et on pense communication 360 degrés, interne, externe, réseaux sociaux, etc., etc. Voilà, donc ça a accéléré la professionnalisation et la prise de conscience que la com, c'est un métier. Frédéric ? Moi, j'ai envie de dire que je n'ai pas le sentiment que la pandémie ait changé la com. La com, elle a dû s'adapter, mais c'est un peu dans son ADN de s'adapter à l'actualité, de s'adapter à l'immédiateté des réseaux sociaux, de journalistes qui débarquent. Donc, c'est quand même le quotidien de la com, c'est quand même d'être très agile et adaptable. On est peu nombreux à finir une journée telle qu'on avait imaginé qu'elle se déroulerait quand on l'a commencée. Donc, dans ce sens, j'ai envie de dire que pour moi, la com n'a pas changé. En fait, ce qui a changé, ça a déjà été dit, c'est une forme de regard qu'on peut avoir sur la communication et aussi un regard plus stratégique, notamment, tout à l'heure je disais grâce à la crise, on a déjà évoqué plusieurs fois la crise, mais vraiment, la crise pour moi, c'est l'avenir de la communication, c'est ce qui lui donnera une considération de plus en plus professionnelle, parce que comme évoquait Fabrice, un directeur qui passe dans un service et qui demande une plaquette ou qui va voir quelque chose en disant ça je le veux plus rouge ou j'aime pas le bleu, ça il me le faut plus gros, ça il me le faut plus petit. Quand il s'agit de gérer une crise, là, tout d'un coup, les touristes de la com disparaissent comme s'ils étaient confinés dans leur pays et c'est les professionnels de la com qui sont en première ligne parce que là il faut y aller, là il faut s'engager, là il faut prendre des décisions, il faut prendre des risques et là du coup les communicants ils ont une vraie valeur puisque c'est eux qui doivent finalement assumer le sale boulot, mais qui est pour moi pas un sale boulot parce que la crise c'est passionnant et c'est d'autant plus passionnant que justement ces touristes de la com ne nous polluent plus, ne nous encombrent plus. Merci Frédéric. Noémie, toi tu trouves qu'on s'est transformé avec la crise ou qu'on revient au fun ou qu'on travaille autrement ? Ouais, j'aimerais bien, mais non, je vais peut-être revenir un tout petit peu parce que Orange c'est une société un peu particulière justement au cœur de cette crise, puisque étant considéré comme un opérateur d'importance vitale. Donc, on a dû, nous aussi, nous adapter en interne, comme tout le monde, au télétravail massif. Et en parallèle, on avait nos équipes techniques qui étaient sur le pont 24/24 pour permettre au réseau de tenir, pour que les services publics fonctionnent, pour que pendant que nous, pas pendant la journée, mais le soir, on était tous sur Netflix à aller consommer de la VOD. Voilà, donc d'un côté, et puis évidemment, donc, il y a l'aspect client et l'aspect interne qui fait que pour nous, la crise sanitaire, elle a accéléré la digitalisation de nos clients, mais aussi, pour les directions de la communication, ça a été aussi un sacré accélérateur et ça a renforcé pour moi l'impact, vraiment, vraiment. D'une manière générale, la charge de travail, elle a explosé, clairement, pour les directions de la com. Je pense que vous savez de quoi je parle. On a multiplié les communications déjà auprès de nos clients. C'est pour ça que je revenais un peu sur l'Orange pour les rassurer déjà. On a aussi facilité les échanges, nous en interne, en externe, dans cette période super complexe. En interne, toujours, on a essayé de préserver au maximum le lien entre les équipes. Ça, c'était quelque chose dont on avait extrêmement peur, que ce lien se délite complètement. Et donc, oui, on a voulu mettre aussi du fun au maximum quand c'était possible. Voilà, on a fait énormément de production. C'est pour ça que je dis que la charge, elle a explosé. Il y a eu énormément de production de vidéos, notamment du top management, pour qu'ils puissent vraiment rassurer les équipes et puis montrer aussi qu'ils étaient dans le même bateau. Quand ils se filmaient depuis du canapé de leur salon, finalement, il y avait quelque chose de on est tous pareils, on est tous au même niveau. Ça, c'était aussi quelque chose qui a fait du bien. On n'a pas tous le même salon. Donc oui, ça nous... On n'a pas tous le même salon, tu as raison. Mais par contre, on était tous au même niveau. C'est-à-dire que, voilà, que tu sois dans ton salon, voilà, dans mon salon. Voilà, donc c'est vrai que
Voilà, ça a vraiment tout bousculé. Mais comme toute crise, eh bien, ça génère aussi des opportunités, hein, clairement. Donc, nous, et tout à l'heure, André en parlait, je crois, ou c'était toi, Fabrice, je ne sais plus, excusez-moi, du projet stratégique et de la concertation. Voilà. Eh bien, à la direction Entreprise France, alors je n'étais pas là, donc mais j'en témoigne, ça a permis, en fait, ce 100% digital, finalement, d'élargir la concertation qui au départ, enfin la stratégie, un projet exécutif d'une direction, on construit normalement au niveau du CODIR. Hein. Ça en reste là globalement. Bon, on interroge un peu à gauche et à droite, mais ça reste quand même très auto-centré. Bah là, ça nous a vraiment permis eh bien, de construire ensemble avec les 9000 collaborateurs à l'époque le nouveau plan stratégique. Voilà. Et on s'est basé sur la plateforme Toguna qu'on a aussi utilisée pour mobiliser les équipes sur la raison d'être au moment du lancement de ce sujet. Donc ça, c'est un exemple. Donc la stratégie, on l'a partagée finalement. On l'a mise à disposition, on l'a partagée. Ça, c'est une vraie opportunité. Et c'est bien, encore une fois, la crise, hein, même si ce n'est pas très bien de dire ça, mais c'est cette crise-là qui a boosté cela. Voilà. Merci après, Noémie. Tu veux que je finisse? Vas-y, oui. Peut-être. Et je voulais terminer quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, de la solidarité. Voilà, qui a été justement, aussi c'était le lien que je voulais faire avec André sur la solidarité. Bah, ça tombe bien, tu vois, je suis bien moi-même. Vas-y, Noémie, vas-y. La solidarité, elle a été aussi très forte. Et on a, par exemple, chez Orange, développé une plateforme d'entraide, hein, Let Me Help, pour ceux qui s'en souviennent, et qui permettait aux salariés volontaires dont le télétravail, en fait, qui ne pouvaient pas exercer toute ou partie de leur activité en télétravail, on permettait à ces salariés de proposer leurs compétences, leur expertise pour répondre à une charge qui était exceptionnelle sur d'autres missions très, très importantes, comme par exemple voilà, la relation client ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc, pour finir, peut-être, je ne pense pas que le métier il ait changé, il a évolué, oui. Je pense que de notre côté chez Orange, on est vraiment, en tout cas la direction de la com, on est là pour accompagner le business et que c'est pour ça que l'écoute des besoins et la compréhension, que ce soit vers nos clients ou en interne, elle est primordiale. Et que l'évolution, selon moi, c'est peut-être aujourd'hui d'être plus dans la nécessité, d'être beaucoup plus dans l'écoute, dans l'anticipation, d'être proactif, de s'adapter, de mettre en place des nouveaux outils, d'accompagner la transfo des équipes, de les faire monter à bord, par exemple, de l'employé advocacy, de booster l'engagement salarié, etc. Mais toujours, quoi qu'on fasse, toujours en donnant le sens de ce que l'on fait. Voilà, que chacun se sente bien acteur et qu'il comprenne bien en quoi il contribue à l'atteinte des objectifs d'une entreprise, qu'elle soit caritative ou pas. Voilà, moi, c'est ça que j'en finis là-dessus. Merci, Noémie. André, on a vu un bel élan de solidarité aussi côté associatif. Oui, moi, ce qui me paraît vraiment important, puisqu'on a parlé de communication de crise, il me semble que pendant cette période de Covid, en tout cas, encore une fois, je veux parler à partir de là où je suis, ce qui a été absolument marquant, c'est une conscience renforcée, renouvelée d'un basique de la communication de crise, c'est qu'on ne peut pas avoir une communication interne différente de la communication externe. Ça, voilà. Et donc, c'est la qualité de la communication qu'on a eue vers l'interne et en particulier auprès des équipes opérationnelles qui, comme pour les soignants, étaient H24 auprès des jeunes qui sont accueillis chez nous, puisqu'ils sont accueillis à l'année, avec tous les problèmes de désorganisation liés au fait que beaucoup de collaborateurs étaient eux-mêmes touchés, parfois très gravement touchés par la Covid. Et donc, tout ça a amené un besoin de reconnaître, de valoriser, et plus qu'un besoin, une volonté de reconnaître et de valoriser la qualité du travail qui a été fait. Donc déjà, de les reconnaître à l'interne, ça s'est aussi traduit par des élans de solidarité où des équipes fonctionnelles se sont mises à disposition des équipes opérationnelles pour pouvoir donner un coup de main, pallier à des absences trop nombreuses sur tel site, tel établissement, etc. Et puis, évidemment, ça a permis, en allant au plus près du terrain pour permettre que ça communique, que l'information circule, pour valoriser, pour célébrer, même à distance, etc.,
toute cette matière-là a servi à la communication vers l'externe. Et on évoquait tout à l'heure des indicateurs. Pour nous, l'un des fruits de ça, c'était qu'on a eu un élan de générosité qui s'est démultiplié depuis 2 ans. Voilà. On n'a pas encore complètement bouclé on va dire Et André, on a aussi Delphine Penalva sur le chat qui nous dit la crise sanitaire a eu pour effet aussi d'influencer la stratégie d'engagement des entreprises tant en interne qu'en externe. Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'engagement du fait de cette crise autour de la solidarité, autour des apprentis d'Auteuil? En tout cas, ce qui a été très intéressant, c'est qu'à l'interne, ça a révélé des talents, c'est-à-dire des personnes qui, précisément, dans cet élan de solidarité, sont mis à disposition, etc. Et il y a des personnes qui ont révélé des talents que les collègues ignoraient. Et ça c'est super intéressant. Et à l'externe, j'évoquais la générosité de donateurs, mais je devrais dire le nombre impressionnant d'entreprises qui se sont tournées vers nous en disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réfléchir avec vous, est-ce qu'on peut profiter aussi de cette période de Covid pour imaginer des projets d'insertion pour les jeunes, etc., etc. Et on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, pour moi, la crise sanitaire est plutôt un accélérateur qu'un transformateur en profondeur, mais ça a permis de renforcer en tout cas l'impact de la communication et des équipes de communication de manière tout à fait significative. Merci André. Alors, juste, il y a une remarque de Stéphane Lacoste que j'aime beaucoup dans le chat, qui est sur le tandem communication interne et externe sont intimement liés. C'est un peu comme les yaourts bifidus, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Enfin, ce qu'il fait à l'intérieur se voit... Donc, j'aime beaucoup ça. Et avec Noémie, on partage justement cette porosité de la com interne, com externe. Fabrice, est-ce que c'est de plus en plus vrai que les deux sont intimement liés? Enfin, il y a moins de distinction et on travaille tous ensemble pour donner du sens dans la com? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs de communication en externe, en interne qui sont pas forcément les mêmes, et la déclinaison n'est pas forcément la même, évidemment. Après, de même qu'il y a la symétrie des attentions en management, il y a la symétrie des communications, et de toute façon, une porosité, c'est-à-dire que ce qu'on dit en interne, de toute façon, il vaut mieux se dire, et là aussi, c'est les bonnes pratiques de la communication de crise, que ça se fera en externe, et évidemment, ce qui se dit en externe, il faut se poser la question de 2 secondes, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt à d'abord informer ses collaborateurs. Donc, en fait, il faut que ce soit pensé ensemble. Ça ne veut pas dire que ce soit la même, mais il faut que ce soit pensé en cohérence. Il y a des boîtes, des grosses boîtes comme Michelin, SNCF, etc., qui le savent, d'autres qui le savent moins, mais celles qui le savent moins, souvent payent le prix fort assez vite et donc réfléchissent différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, et c'était déjà le cas hier, mais un salarié qui apprend des choses sur son entreprise par voie de presse, c'est insupportable. Voilà. Merci Fabrice. Frédéric, chez Emeria, est-ce qu'il y a un métier de com interne et externe, tu distingues ou c'est ils ont tous le même objectif ou... D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. La communication, c'est une vision. C'est une vision au service de la stratégie, mais c'est d'abord une vision. S'il y a plusieurs organisations qui gèrent la communication, ça veut dire qu'il y aura autant de visions différentes ou d'interprétations différentes qui, donc, du coup, serviront de façon différente des stratégies. J'ai vécu dans le passé des entreprises qui se polluaient ou qui se faisaient de la concurrence en mettant 2 publicités différentes dans le même magazine ou en sortant 2 communiqués de presse auprès de la même cible de journalistes qui, du coup, devaient choisir l'un des 2 communiqués. Et donc, ça c'est catastrophique et c'est plus possible aujourd'hui. Moi, dans mes organisations depuis quelques années, je ne distingue même plus la communication interne et externe. Certes, j'ai des personnes qui sont en charge de la communication interne pour s'adresser à cette cible spécifique de l'interne. Mais après, je partage complètement cette porosité entre l'ensemble des communications. Et donc, même s'il y a une façon différente d'adresser la communication à certains publics, et donc sous certains angles, en tout cas, on adresse les mêmes informations avec effectivement des priorités de temps. Il n'est pas question que l'interne puisse apprendre par l'extérieur une information qui concerne l'entreprise. Donc, l'interne est toujours servi en premier. On sert même d'abord le management, puis ensuite l'ensemble des collaborateurs pour qu'éventuellement aussi les managers puissent aider à la compréhension ou accompagner l'information interne auprès de l'ensemble des collaborateurs. Mais effectivement, il y a une seule vision possible, mais plusieurs façons de travailler la communication en fonction de ces cibles et ou des supports
qui peuvent être utilisés et sur lesquels on communique de façon différente, mais on communique une seule vision, on communique un seul message et on va avec une seule intention de communication, qu'il s'agisse de l'interne ou de l'externe. Je vois Noémie qui hoche la tête. Oui, complètement d'accord. Je partage tout ce que vous venez de dire. Voilà, un seul message, effectivement, adapté à ces différentes cibles avec les supports qui sont adaptés à ces cibles. Point. Voilà, donc pas de différence que l'on soit dans le périmètre de la com externe ou interne. La porosité, elle est réelle, elle existe. Point. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et d'une entreprise dans laquelle je n'ai pas souhaité aller quand je travaillais dans le pétrole. Et le premier groupe de services pétroliers au monde qui venait de racheter l'entreprise dans laquelle je travaillais me proposait de venir prendre la direction de la communication corporate. Et il se trouve qu'en fait, la communication était divisée en trois. Il y avait une direction de la communication corporate qui était basée à Paris, une direction de la communication financière qui était basée à Houston et une direction de la communication interne qui était basée à Londres, avec à la tête de ces trois directions, trois directeurs, directrices qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient même pas. Et à la seule production des outils qu'ils pouvaient réaliser, on avait le sentiment d'être dans trois entreprises différentes. Et je n'ai pas accepté d'aller travailler dans cette entreprise où je savais que je ne pourrais pas faire mon métier, puisque soit j'étais responsable de tout, soit j'étais responsable de rien, mais je ne pouvais pas être responsable d'un tiers. D'accord. Pour faire correctement mon métier tel que je l'imagine. Donc, il nous reste 20 minutes, donc le temps passe vite avec vous, entre amis. Je crois que Fabrice, Noémie, vous aviez une petite annonce à faire à notre réseau des communicants. Je crois qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère on a passé la pandémie, on a enlevé les masques, tout va bien, et on voulait lancer un club comme B2B. Je crois que c'est ça, mon cher Thomas. Je crois. Il me semble que c'est ce que nous comptions faire aujourd'hui, l'annoncer officiellement aujourd'hui, absolument. Donc, on a effectivement eu l'idée de créer un club des communicants B2B. Alors, pourquoi ce club des communicants B2B? Parce qu'il y en a déjà pléthore, vous me direz, ça c'est vrai, des clubs des communicants, mais pas B2B justement. Et donc, c'est pour répondre à un besoin d'échange entre pairs, dont le terrain de jeu et le B2B, qui, bien souvent, même si le socle est commun, encore une fois, on parlait de la porosité, évidemment que le socle de la com, c'est, voilà, on a à peu près les mêmes outils, on a les dispositifs, on les connaît. Il n'empêche que le terrain de jeu du B2B, il est très spécifique malgré tout et que souvent, il est loin de celui du B2C. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager ensemble des bonnes pratiques, de débattre, de s'informer, de s'inspirer les uns les autres, les unes les autres. Voilà notre projet. Peut-être que Fabrice, est-ce que tu veux compléter cette ambition Oui, absolument. En fait, il existe beaucoup de clubs comme WeAreCom, CFPJ. Voilà, on fait tous des webinaires sur les tendances en communication où on se dit, tiens, le podcast, ça le vend en poupe, les moyens de communication ici, etc. Nous, ce qui nous intéresse dans ce club, c'est de parler des directions de communication et de leur métier. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des sujets, c'est-à-dire de lien entre la communication et la gouvernance. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai vu une question dans le chat, j'aimerais bien y répondre juste après. Une question d'Isabelle. Mais on sait aussi que, par exemple, vous avez un rôle en tant que directeur de communication de former des porte-paroles, de former des salariés, d'employés advocacy, avec jusqu'où on va, où est-ce qu'on s'arrête. Beaucoup d'organisations, Dell, BNP, etc., Orange aussi, ont des programmes d'employés advocacy. Donc, l'idée de ce club, c'est finalement, votre métier est en train d'évoluer, quelles sont vos problématiques, et de profiter de retours d'expérience de pairs comme Frédéric, Noémie, etc., et votre humble serviteur pour observer un peu des tendances, et André également, et Thomas, voilà, qui est aussi pas que facilitateur aujourd'hui, mais aussi dans son rôle de communication. Bref, de profiter de tout ça pour réfléchir différemment, réfléchir ensemble, que vous preniez conscience que vos problématiques ne sont pas que les vôtres, ce sont les nôtres globalement, etc., et donc faire quelque chose d'agile, 1 heure de temps à chaque fois, etc. Et donc, je saisis, il y a une question d'Isabelle tout à l'heure qui dit mais finalement, la communication est où dans l'organisation, où dans la direction? Je ne sais plus parce que la question est où est-ce qu'elle est dans l'organisation. Donc, je prends un exemple que je partage avec André.
sur les apprentis d'Auteuil. Moi, une des raisons pour lesquelles on m'a invité à rentrer au conseil d'administration en 2018, c'est parce que l'ancien président, et c'est été confirmé par le nouveau, a estimé que la voix de la com devait être portée en conseil d'administration. Et ensuite, dans les instances de gouvernance, là on passe à l'apprentis d'Auteuil, alors on dirait c'est une fondation, c'est une association, mais ça fait quand même 6 000 salariés, voilà, et donc c'est une grosse maison quand même. Et bien, des comités conseils, évidemment, sur le plan financier, sur le plan de la pédagogie, des jeunes et des familles, et aussi un comité APCOM, voilà, sur lequel vous avez des gens qui viennent de la presse, des agences de communication, des spécialistes en communication de crise, qui donnent leur avis sur des sujets, un rôle consultatif. Et à ce moment-là, moi, je préside ce comité et je porte au conseil d'administration la voix de ce comité sur des sujets structurants pour l'organisation, sur des projets voilà, ponctuels mais extrêmement puissants, sur des projets tels que le projet stratégique, le plaidoyer. Nous sommes en période présidentielle et le plaidoyer des apprentis d'Auteuil est sorti il y a une semaine. Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question, Isabelle Rompet, je crois. Hein, j'ai bien noté votre nom tout à l'heure. Voilà. Donc typiquement, ce club de communicants B2B est là pour répondre à ce type de questions. Et l'idée, c'est que assez vite, nous allons vous faire passer un questionnaire, etc. En tout cas, on va vous interroger pour savoir quels sont les sujets que vous souhaitez voir abordés dans le cadre de ces webinaires. Toujours 1 heure, voilà, tous les mois et demi, les 2 mois, on verra hein, le rythme. Mais l'idée, c'est que ce soit pas nous qui définissions les sujets. On va vous faire quelques suggestions, hein, mais ce soyez vous qui les définissiez et le petit comité d'organisation avec Thomas, Noémie et votre serviteur qui organise des webinaires pour pouvoir y répondre. Voilà. Ouais. Il nous reste un petit quart d'heure entre nous. Thomas, oui. Si vous me permettez, il y a une petite question qui est logique. Hein. Comment participer à ce club B2B? Peut-être qu'on peut donner… Alors, ça, c'est la surprise. Donc, en fait, vous avez un document à télécharger. Effectivement, au départ, on a fait simple. L'idée, c'est effectivement que vous voyez un petit mail et on voit avec Noémie et Fabrice pour commencer à faire ce casting en toute bonne intelligence. Le principe, c'est qu'il existe beaucoup de clubs com, mais celui-là, il sera forcément engagé, dynamique et différenciant. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, comme disait Frédéric, des touristes de la com, c'est des communicants engagés. Et l'idée, c'est que dès que vous adhérez à ce club, vous vous présentiez avec vos métiers, enfin voilà, qu'on publie régulièrement, qu'on partage ensemble, voire même qu'on aille quand ça va mieux en learning expedition chez les uns et les autres. Voilà, c'est créer du lien différemment. Enfin voilà, I have a dream, comme disait là. Voilà. Donc répondez-nous et puis on va s'organiser. On s'est donné un peu de temps avec le CFPJ pour définir les modalités et tout ça, mais déjà on voulait vous sonder sur le concept et le fait que ce club com il sera différenciant parce que vous serez dedans, parce qu'on sera dedans, parce qu'on sera différent et engagé. Voilà. Il nous reste donc du coup, merci Noémie, un petit quart d'heure. Peut-être le mot de la fin, comme on peut souhaiter bonne année à 2022 à tout le monde et peut-être pour vous en tant que DIRCOM ou directeur de la stratégie, votre vision des tendances de la com 2022, est-ce qu'il va falloir se réinventer encore? Est-ce que voilà votre souhait pour 2022 pour une année de com ou quelles sont les principales tendances? Fabrice, je te vois sourire, tu as des idées? On va se réinventer en 2022 ou… Alors, comme on se le disait juste avant de rentrer dans ce webinaire avec André, on a approuvé ce matin aux apprentis d'Auteuil un projet stratégique. Donc moi, j'ai qu'un seul souhait, c'est que le politique, et ne me demandez pas de qui je veux parler, nous entende. On a 24 propositions et donc on va communiquer dans les jours qui viennent. Voilà, je précise que je suis un bénévole aux apprentis d'Auteuil. Voilà, je donne de mon temps. Donc, je n'ai aucune action particulière, mais c'est tellement vital pour la société que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on soit entendu. Donc, à nous d'être bons dans notre communication pour être entendus, de choisir ce que mes amis communicants à la SNCF appellent les gros cailloux, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on va décider de communiquer pour éviter le brouhaha et d'envoyer des messages de partout. Voilà, c'est ce que je nous souhaite et je souhaite que ce miracle nous arrive à tous. Voilà. Frédéric, une marque forte, Emeria, pour 2022 Une marque forte, Emeria, c'est pour le professionnel, mais à partager avec l'ensemble de celles et ceux qui nous écoutent. Moi, mon vœu, ça serait que chaque communicant et chaque communicante ne sous-estime pas son rôle de promoteur de nos métiers.
on a un métier, des fonctions d'autorité et d'expertise, mais il faut aussi le faire savoir, il faut aussi savoir l'expliquer. On a beaucoup de pédagogie à faire aussi, toujours, pour expliquer nos métiers, pour expliquer pourquoi souvent on doit dire non. On ne dit pas non pour déplaire, on ne dit pas non par facilité, on dit non pour des raisons. Voilà, ce rôle de pédagogie pour, in fine, avoir ce rôle de promoteur et de valorisation de notre profession et de la communication, je pense que tout le monde n'a pas conscience qu'il peut jouer un rôle. Donc, voilà, toutes et tous, on a un rôle à jouer pour promouvoir notre métier. Et c'est le vœu que je formule auprès de mes homologues, collègues communicants et communicantes. Et c'est une remarque que j'ai souvent aussi. On dit oui, mais je ne suis pas assez gradé pour m'exprimer, tout ça. Ce n'est pas une question de hiérarchie aujourd'hui. Enfin, tu vois. Dire non et refuser quelque chose, on ne peut pas toujours se le permettre en fonction de sa position dans l'organisation, mais expliquer à une personne qui vous demande de lui créer un leaflet, de lui créer une brochure, de lui créer une page Facebook, qu'il aborde la question par l'outil et qu'en communication, on aborde d'abord la question par le contenu et que c'est une fois que l'on sait ce que l'on a à raconter, une fois qu'on va ensuite avoir défini à qui on souhaite raconter quelque chose et c'est ensuite enfin qu'on va décider de quel est le bon outil pour parvenir et satisfaire cet objectif. C'est une façon de dire non sans prononcer les 3 lettres et c'est aussi une façon d'expliquer ce qu'est la communication et aussi du coup d'expliquer notre métier et notre valeur ajoutée. Et ça fait partie de notre rôle et il n'y a pas de position ou de fonction dans l'organisation pour réexpliquer les fondamentaux et réexpliquer ce qu'est la communication, ce qui permet aussi de renvoyer souvent à la personne qui vous formule la demande qu'en fait, elle a un besoin et que c'est vous qui savez comment satisfaire ce besoin et qui savez comment aborder le sujet qui ne s'aborde pas par l'outil. Et je prends cet exemple parce que souvent, on réduit la communication à l'outil final, alors que l'outil final n'est qu'un livrable et c'est une bonne façon de faire de la pédagogie aussi au quotidien. Et en rappelant que c'est le contenu qui est roi dans la communication. Merci Frédéric. Noémie, dans ta boule de cristal, il y a quoi? Qu'est-ce que tu vois? Écoute, moi, c'est que, alors c'est pas de moi, hein, je l'ai déjà vu, mais quelque part que la communication au sens général, elle soit digitale déjà, parce que digital, franchement, j'en ai marre. Le tout digital, on en a marre. Donc, on va dire figital, parce que maintenant, on essaye d'anticiper, de se dire non, on ne va pas être complètement en physique. Donc, voilà, figital, humaine, ça c'est très important. Et la plus personnalisée possible. Alors, c'est un peu la déformation d'Orange et le fait que, pour nous, l'excellence client, elle est très importante. Donc, quand je dis personnalisé possible, c'est aussi essayer de vraiment toucher. Encore une fois, j'ai beaucoup parlé d'écoute, mais pour moi, c'est essentiel. Donc, vraiment la plus personnalisée possible, cette communication. Après, j'ai un second souhait, c'est d'organiser une petite Learning Expedition chez Emeria très prochainement, si Frédéric est d'accord, bien sûr. Pourquoi pas? Voilà. Et peut-être pour terminer, voilà, comme vous le voyez, j'aime rire, j'aime sourire, j'aime mettre du fun un peu dans tout ça. J'espère que pour mon 3e souhait, eh bien, que le futur directeur général d'Orange sera un de nos ambassadeurs et un fanat de la communication ou et qu'on pourra faire de belles choses sous sa future direction. Voilà. Vous le savez, en ce moment, on est un peu dans l'attente. Ça peut être un peu, ça inquiète un petit peu, on se pose des questions au sein d'Orange. On sait que ça va arriver, mais voilà. Donc, on espère qu'il sera le plus proche de la communication possible. Voilà, c'est un vœu pieux, mais en tout cas, je le fais. Voilà. Merci Noémie. Les apprentis d'Auteuil? Ouais, je ne peux que reprendre ce que disait Fabrice. Hein. Mon souhait serait que, évidemment, on va dire, le politique puisse reprendre à son compte les enjeux d'éducation qui sont, c'est notre conviction, mais je suis sûr que vous en êtes toutes et tous convaincus, sont les enjeux d'avenir de notre société. Voilà, donc ça, je dirais, ça serait mon premier souhait. Et donc, mon second souhait serait que chacune et chacun d'entre vous, vous puissiez trouver une demi-heure de votre temps pour découvrir le plaidoyer d'Apprentis d'Auteuil que je me ferai un plaisir de vous envoyer. Je voudrais souhaiter à chacune et chacun que nous soyons
des porteurs de sens, c'est-à-dire que nous trouvions sens à notre métier et que nous puissions donner du sens ou permettre aux autres de trouver du sens. Et pour ça, il faut effectivement un enthousiasme intact comme celui dont témoigne Noémie, je la remercie. Et puis, enfin, je pense que dans le contexte de société dans lequel on est, si dans nos communications, nous pouvions veiller à ce qu'elles véhiculent d'une certaine manière une forme de douceur dans les relations, ce serait assez formidable. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Ouais, c'était une pub de chocolat, je crois. Je ne sais plus, un truc comme ça. Le chocolat, ouais. Il y a une idée qu'on partage beaucoup avec André, c'est que plus on fait converger les communications, voilà, le projet stratégique, la charte de management, les statuts, enfin bref, tous les documents structurants de l'organisation, plus on est dans la symbolique au sens étymologique du terme, un symbolein qui marche ensemble et qui est l'inverse du diabolein, le diable, et qui divise la société. Et sans rentrer dans le détail, qui c'est un peu confidentiel, quand on regarde les dossiers de retour d'incidents dans les établissements d'apprentis d'Auteuil et qu'on compare celui de 2021 avec celui de 2020, etc., on a peur. Donc, c'est aussi pour ça que André insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est aussi sans doute notre rôle collectif, avec du fun, pourquoi pas, mais quand même d'apporter voilà, de la paix, de l'amour dans un monde qui se tend quand même énormément. Et je pense qu'on a tous, dans nos métiers respectifs, quelle que soit notre position autour de la table, enfin autour du micro, une richesse à partager, effectivement, que ce soit des qualités humaines, de solidarité, également des qualités professionnelles à partager, et chacun a sa petite pierre à apporter. Donc, effectivement, dans le projet de Club Comme B2B qu'on a un peu rêvé avec Fabrice et Noémie et toute l'équipe, en fait, c'est pas quelque chose de top-down, c'est quelque chose où vous allez chacun apporter votre pierre à l'édifice, partager, voilà. Et parfois, il y a des gens qui me disent, mais je sais pas quoi publier sur les réseaux sociaux. Mais je dis, raconte ta vie, raconte ta journée, enfin, sans être voyeuriste, parce que il y a un côté intime de la vie privée et professionnelle, mais on a toujours quelque chose à partager. Enfin, moi, je pense, et en discutant, on avait justement un sujet avec Fabrice, et on a plein de thèmes, enfin, qu'on aimerait partager avec vous. Ce qui nous manque, c'est la bande passante. Enfin, voilà, on aurait de quoi faire un livre avec vous tous. Voilà, il est 57. Un petit mot de... Voilà. Thomas, ta vie, ton œuvre. Mais je suis en train d'écrire. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. En fait, je sais pas si vous avez vécu ça. On vit notre métier intensément, mais quand il s'agit de mettre des mots sur le papier, et je pense à Frédéric et son livre La com est un métier, c'est pas le même métier, c'est plus dur de raconter l'histoire. Enfin, voilà, faut avoir le sens de la plume, le sens de l'action, mais le sens de la plume aussi. Ça fait un peu partie de nos métiers. Ouais. Voilà. Frédéric, tu es sur un prochain ouvrage ou... Non, après 3 ouvrages en 2021, je pense que l'année 2022 va être plus calme, mais en revanche, je travaille à la 2e édition de mon Dico de la com paru l'an dernier. Donc, prochaine édition en 2023. Merci pour l'info. Et du coup, c'est quoi la com est un métier? C'est les réseaux sociaux, c'est la com interne, c'est la com externe, c'est l'international, c'est tout ça? En fait, la com est un métier, c'est une succession de partage d'expériences ou de réflexions sur nos métiers. Et c'est la suite de mon premier livre qui était Un DIRCOM n'est pas un démocrate. Voilà, les deux portent le titre de deux tribunes qui ont le plus cartonné ou dont on me parle le plus souvent. Donc voilà, fallait bien titrer le livre. Et après, ce n'est que du partage d'expérience. Voilà. Oui, il y a quand même une certaine démocratie dans la communication, non? Tu ne crois pas? En tout cas, je ne pense pas que le rôle du DIRCOM, ce soit d'être un démocrate. C'est un décideur. Ça n'empêche pas d'être un diplomate, ça n'empêche pas d'écouter, de partager. Mais à un moment, il doit prendre ses responsabilités, il doit décider. Et il n'est pas là pour faire plaisir au plus grand nombre. Il n'est pas là pour plaire, il est là pour satisfaire des objectifs. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que le DIRCOM n'est pas un démocrate. Et ce sera ça ne veut pas dire que c'est un dictateur. C'est un responsable. Le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis. Donc, on a d'autres sujets. On a prévu avec d'autres surprises à venir en 2022. Et puis, je tiens à remercier tout le public, André, Noémie, Fabrice et Frédéric. Et puis, à très bientôt dans notre fameux Club Com B2B 2022. Voilà.
Longue Thomas, vie et belle année à tous. Tu partageras Merci, quelques slides aussi, quelques documents de ce webinaire, hein, c'est ça. Voilà. Voilà. À bientôt. Bon À week-end. bientôt. Merci. Au revoir, messieurs.